Bienvenue sur Trading Digital Academy où j'ai préparé 22 playlists de 100 vidéos sur le sujet du trading. C'est une grande aventure que nous commençons et elle est partie pour durer la suite après l'intro. L'année 2018 marque un tournant décisif dans ma vie en ce qui concerne le trading. Je suis Ndongo Enama Moïse Isidore, formateur en trading et trader. Je vais ici vous raconter mon histoire. En 2018, nous avons reçu 3 personnes qui venaient des États-Unis, qui portaient des noms de Jane, Tim et Tim. Donc, ces 3 personnes sont venues sous le marketing des réseaux de eMarket Live. Nous avons tenu un séminaire de près de 2000 personnes où ils nous ont exposé la notion de trading et ce qu'ils entendaient par trading. Ensuite, nous avons pris pratiquement une semaine où nous avons eu des cours pratiques avec eux ici au Cameroun. Là, ce n'était pas trop évident parce que c'était difficile, tout était en anglais, ils parlaient l'anglais américain, il fallait s'adapter. Ça, sur les 2000 personnes qui étaient dans le séminaire, ça a éliminé beaucoup de personnes. Nous nous sommes retrouvés très peu, disons une centaine de personnes. Et nous avons décidé de faire ce qu'on appelle un trade house. Le trade house était une façon de rester ensemble pour travailler et eux, ils supervisaient à partir de l'étranger. Le trade house n'a pas réussi. Nous nous sommes retrouvés en pleine pandémie. Chacun a pris sa route. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet sur tout ce qui concerne le trading en français. Je me suis rendu compte que je n'avais pas les informations requises. Tout était pratiquement insensé, je vais le dire comme ça. Et le peu de personnes qui expliquaient en français quelque chose de logique, je me suis rendu compte quelques années plus tard que c'était des personnes qui ont fait des cours en anglais et qui ont adapté ce qui leur était enseigné en français. Et c'était pas trop ça. Donc, après cette pandémie, je suis tombé sur un aîné qui faisait le trading avant moi et on a combiné nos efforts. Lui, il a étudié tout ce qui concerne les trendlines, le trading avec toutes sortes d'indicateurs que vous pouvez imaginer. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose d'assez solide. Lorsque je reviens avec les vidéos de price action de mon mentor, c'est à partir de ce moment que nous commençons à travailler réellement ce que nous appelons aujourd'hui trading. Parce que le reste n'était que de la spéculation. À partir de ce moment, tout change. Je décide donc de faire du trading mon métier. J'abandonne tout autre métier. Je me mets à travailler uniquement le trading. Et je me rends compte que la meilleure façon pour comprendre ce que j'étudiais en anglais était de partager avec ceux qui apprenaient avec moi. Et c'est ainsi que me vient la passion de transmettre ce que je comprends. Le chemin n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je suis rentable par beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement de cet aîné. Et je n'ai pas abandonné un chemin parce que le chemin a été très difficile. Mes motivations, ce qui m'amène aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, c'est que je sais que je peux améliorer ce que je connais en expliquant les notions que j'ai eu
à acquérir. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui expliquent ce que c'est que le trading en français. Il y a plus de contenu en anglais et ça fait que les francophones sont un peu lésés. Néanmoins, les anglophones qui écouteront cette vidéo, ne vous en faites pas. Si vous venez vers moi, nous travaillons en anglais. Et principalement, je veux aider les francophones à comprendre toutes les notions que nos frères qui parlent la langue anglaise expliquent et qui les rend si rentables avec le lifestyle que vous voyez, la façon de vivre et tout ça. Ça vient d'abord de la compréhension. Si vous ne comprenez pas exactement ce que le trading est, comment on le pratique avec les notions, les mêmes cours qu'ils ont en anglais, expliquant en français, à partir de ce moment, vous avez faussé le calcul. Donc l'idée ici n'est pas d'inventer une méthode que je vais vous présenter. C'est très simple. Je vais vous expliquer ce qui existe déjà chez les meilleurs formateurs en trading en anglais. Et à partir de ce moment, vous pourrez vous aussi comprendre et pratiquer et gagner de l'argent avec le métier de trader. Donc, sur ce, je vous amène sur ma carte mentale pour commencer le cours d'aujourd'hui qui porte sur la première playlist sur les 22 que je disais tout à l'heure, la présentation du marché du Forex. Présentation du marché du Forex. Sur cette carte mentale, j'ai pris quelques thèmes comme les lettres de change, les accords de Bretton Woods, juste pour illustrer d'où est-ce qu'on vient et comment on s'est retrouvé dans un système de change flottant. Alors pour ne pas tirer la vidéo, je vais faire lecture des quelques passages que j'ai copiés ici et puis nous allons tirer une conclusion après lecture. Les lettres de change. Au 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'au Moyen Âge, les pièces sortent peu des royaumes. Au 10e siècle, le commerce s'étend au niveau national européen. Les cultures et donc les devises se rencontrent dans les lieux d'échange. Pour faciliter les paiements entre les différents pays, les lettres de change sont créées en 1291 à Florence. Elles permettent de fixer le taux de change et le taux d'intérêt qui sera la fortune des banquiers privés comme la famille des Médicis. Les lettres de change seront ensuite négociées sur la première bourse créée en 1409 à Bruges. Au XVIe siècle, le commerce international se développe fortement avec l'apparition des bourses en Europe. Sur ces différentes places boursières, le taux de change varie en fonction de la balance commerciale des pays. Certains négociants commencent à faire des profits sur les différences de taux de change. En 1572, la réglementation se renforce. L'État utilise les lettres de change pour financer ses dépenses. Le système de l'étalon d'or à l'époque contemporaine. Jusqu'au 19e siècle, il n'y a pas vraiment de devise dominante. En 1866, le câble transatlantique qui relie les États-Unis et l'Europe marque le tournant dans l'histoire de la communication et des échanges entre la livre sterling et le dollar américain. De nombreuses banques étrangères s'installent en Angleterre, qui devient la première place financière mondiale. Les échanges se font principalement en livres sterling, mais l'or est toujours considéré comme la monnaie de réserve la plus fiable. D'ailleurs, toutes les monnaies sont convertibles en or. Chaque banque centrale doit assurer la convertibilité de sa devise avec ses réserves d'or. C'est le système de l'étalon d'or
entre 1879 et 1914, les taux de change fluctuent mais restent stables. Le mondial de 1914 va mettre fin à l'étalon d'or. Les pays dépensent des sommes considérables pour financer la guerre et un peu plus de monnaie qu'ils n'en possèdent. L'inflation augmente et les pays sont au final obligés de suspendre la convertibilité de leur devise en or. À la fin de la guerre, les taux de change sont fixés par l'État. La France et l'Angleterre adoptent les taux d'intérêt élevés pour retrouver des monnaies fortes. En 1922, les accords de Gênes mettent en place le Gold Exchange Standard, qui stipule que certaines monnaies peuvent être convertibles en or. Les monnaies sont convertibles en or. Les monnaies non convertibles en or peuvent quant à elles être converties en devises convertibles, le franc, le dollar ou la livre sterling. En 1925, le Royaume-Uni adopte à nouveau l'étalon d'or, malgré l'importante inflation d'après-guerre. Le gouvernement met en place une politique monétaire drastique pour revenir à la parité d'avant-guerre. La déflation de l'économie britannique est provoquée par l'augmentation de la valeur de la livre sterling par rapport à l'or. L'étalon d'or sera rétabli en France en 1928. La crise de 1929 met fin une nouvelle fois au système de l'étalon d'or. En 1931, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon abandonnent l'étalon d'or. En 1933, les États-Unis renoncent à leur tour à l'étalon d'or et en 1934, ils dévaluent le dollar de 40% par rapport à l'or. La France abandonne la convertibilité du franc en 1936. Le monde est maintenant divisé en blocs monétaires. Les accords de Bretton Woods et le système monétaire international. Les accords signés à Bretton Woods en 1944 transforment alors le système monétaire international. Les 44 nations présentes lors de la négociation de cet accord actent la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour surveiller les politiques nationales et assurer qu'elles permettent de préserver le système mis en place basé sur le dollar américain. Le système fixe un taux de change de chaque devise avec le dollar américain. Seul le dollar reste convertible en or. La préservation du système tient donc à la volonté des États-Unis de maintenir la valeur de leur monnaie et de ne pas procéder à des dévaluations ou émissions de monnaie abusives. À la signature de l'accord, la base est de 35 $ l'once américain. La base est de 35 $ américains l'once d'or. Avec ce système, le taux de change entre les devises est donc fixe. Il est cependant ajustable à la demande d'un État, sous réserve d'acceptation des autres partenaires. La confiance entre les États-Unis La confiance envers les États-Unis à respecter leur engagement de contrôler leur émission de monnaie, mais aussi celle des États partenaires à ne pas demander la conversion des dollars américains en or est indispensable à la préservation de ce système. Le système mis en place à Bretton Woods sera la règle durant une période glorieuse et le développement du monde occidental. Son efficacité tient au contrôle des émissions de dollars de la part des États-Unis jusqu'à la fin des années 60. Cependant, la guerre du Vietnam et la guerre froide Cependant, avec la guerre du Vietnam et la guerre froide, les problématiques monétaires des deux premières guerres mondiales ressurgissent. Les États-Unis mènent une politique monétaire inverse de celle qui a suivi les accords de Bretton Woods et utilisent la planche à billets pour financer ces guerres. Les banques centrales des pays exportateurs accumulent des montants considérables de devises américaines. S'ensuit une montée de l'inflation. La première condition à la préservation du système de Bretton Woods est donc violée, le contrôle de l'émission de dollars.
Les États disposant de grandes réserves d'or demandent leur conversion. Les États disposant de grandes réserves de dollars demandent leur conversion en or, craignant un effondrement de la valeur de la devise, violant ainsi la deuxième condition, ne pas demander la conversion en or. Devant la possibilité de voir disparaître leurs réserves d'or, les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar américain en or le 15 août 1971. Le marché de change flottant. La période qui suit les accords de Bretton Woods est une période instable économiquement et même sur le plan politique. Cela impose le passage à un nouveau système de change, là où les monnaies n'ont plus en crainte une de parité fixe. Le coût est défini en fonction de l'offre et la demande. En janvier 1976, les accords de la Jamaïque officialisent définitivement la fin des accords de Bretton Woods. Le marché de change se libéralise. Il n'y a plus de règles qui gèrent les taux de change entre les devises. L'or n'est plus un instrument de réserve et les pays peuvent, s'ils le souhaitent, adopter le système de change flottant. Tout ce que nous avons lu est en partie vrai, parce que jusqu'ici, les accords de Bretton Woods n'ont pas été annulés. Et aussi, le système de change flottant est contrôlé par ce que nous verrons plus tard, les entités qu'on appelle les market makers. Après la lecture de notre carte mentale, nous comprenons que le marché du trading, pas seulement celui du marché des devises, est complètement influencé par le dollar américain. Ce qui va impliquer qu'il y aura des devises qui vont prendre de la valeur lorsque le dollar américain, lui, va perdre de la valeur. Et d'autres qui vont perdre de la valeur lorsque le dollar américain, lui, va prendre de la valeur, vice-versa. Il y aura donc deux catégories. Voilà pourquoi vous allez entendre beaucoup de traders dire « dollar is king ». Le dollar est le roi parce qu'en fait, la tendance des autres devises dépend fortement de ce que le dollar fait. Ça va aussi impliquer le marché des actions parce qu'une action son prix sera défini en dollars. C'est ainsi que le dollar influence donc majoritairement beaucoup de marchés. Ça, c'est la conclusion très importante que nous devons tirer parce qu'en fait, nous ne débutons pas une semaine sans avoir analysé l'indice du dollar pour savoir exactement ce qui se passe avec ces devises, sachant que les devises autres que nous allons trader seront impactées directement par ce qui se passe sur le marché américain qui utilise comme devise principale le dollar américain. Donc, dans cette chaîne, nous allons aller de fond en comble sur cet aspect de façon technique parce que nous en avons besoin. Mais néanmoins, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que le dollar est le roi et toutes les autres analyses que nous allons faire dépendent fortement de la santé de l'économie américaine. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci de vous abonner. À plus.